De profession, vous êtes avocat, vous avez été vice-président de la région, sénateur, vous êtes maire de Mérignac et depuis juillet 2020, président de Bordeaux Métropole, après avoir été premier vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux. Cet entretien s'inscrit dans la série des grands entretiens que nous menons dans le cadre des travaux de la plateforme d'observation des projets et stratégies des métropoles. Il vise à recueillir votre analyse sur le moment particulier que traversent les métropoles françaises et ici, bien sûr, votre métropole. Alors cet entretien va s'organiser autour de quelques grandes questions touchant aux défis auxquels votre métropole est confrontée et à la manière dont vous les abordez. Ma première question porte sur l'identité et la caractérisation de votre métropole. L'agglomération bordelaise a acquis le statut de métropole par la loi MAPTAM. Par rapport aux autres agglomérations devenues également métropoles, comment la caractériseriez-vous? Qu'est-ce qui la distingue, la singularise sur le plan économique, sur le plan social? Au fond, si vous deviez en faire un portrait synthétique et présenter les enjeux majeurs auxquels elle est confrontée, qu'en direz-vous? Quels sont ses atouts, ses handicaps ou ses fragilités? Notre caractéristique, elle est particulière d'une certaine façon. Elle a cette première particularité peut-être d'être une métropole excentrée en France. Il y en a d'autres, mais nous plus particulièrement. On est ici dans un coin de l'Europe. Et ce coin de l'Europe, pendant longtemps, finalement, il a bénéficié de quelques avantages. C'est-à-dire que le fait d'être dans un coin de l'Europe a fait que quelques grandes industries, notamment de défense, se sont installées d'ici. C'était un choix. Donc c'est une métropole peut-être qui est marquée par sa géographie, pas complètement, mais marquée par sa géographie. C'est une métropole qui a souffert pendant longtemps d'un certain isolement aussi. Pendant longtemps, on n'avait pas le TGV qui reliait Bordeaux et Paris. Aujourd'hui, on n'a plus même la navette, ce qui est une aberration totale pour tous ceux qui vivent et qui travaillent ici. On va enfin avoir une ligne de grande vitesse qui va nous relier à Toulouse, mais tout ça va mettre du temps. Donc on est une métropole qui en Europe est peut-être une des moins bien. Il y a un desservi sur le plan des axes de communication. Ça, je pense, c'est assez important. Quand on voit une carte de l'Europe, et par exemple, quand on voit toutes les grandes liaisons ferroviaires, on voit qu'il y a un blanc qui est notre métropole à nous. Ça, c'est sur le plan géographique. Sur le plan historique, on a le tempérament des Aquitains. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une terre belliqueuse. Pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on est une terre plutôt de coopération entre les uns et les autres. Ça a été ici la tradition pendant très longtemps, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des orientations politiques et ce qui n'empêche pas qu'il y ait des alternances. La preuve, c'est que moi-même, je suis issu d'une alternance et donc régulièrement ici, la métropole a changé de majorité. On a aujourd'hui à peu près un peu plus de 10 000 habitants par an qui arrivent, ou plutôt notre population augmente d'un peu plus de 10 000, ce qui ne veut pas dire exactement la même chose. Donc en fait, il y a une attractivité du soleil et de la mer. Et les gens préfèrent évidemment être au soleil et à la mer. Bon. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est une chance d'un certain côté, parce que évidemment, on voit qu'on a par exemple des industries aéronautiques qui sont très fortes ici, et que quand Dassault Aviation dit à ses salariés de Saint-Cloud, bah, écoutez, on va renforcer nos effectifs, et notamment la recherche sur Bordeaux, les doigts se lèvent, en disant on veut bien y aller, quoi. Évidemment, s'ils disent la même chose pour d'autres régions, il n'y aura peut-être pas le même succès. Donc les gens ont envie de venir ici parce qu'ils pensent que c'est une terre agréable à vivre et ils ont raison. Bon. Après, ça veut dire que aussi, il y a des effets de nuisance. Des effets de nuisance d'abord sur un foncier qui est rare, qui est de plus en plus rare et qui évidemment flambe. Et aujourd'hui, les prix augmentent d'une façon très significative. Et puis ensuite, après, il y a toutes les nuisances. On est on est une agglomération aujourd'hui qui est la troisième ou la quatrième plus embouteillée de France. Et ça va durer. Ça va durer parce qu'évidemment, on accueille beaucoup de gens. Et ça, nos habitants ne le supportent pas. Donc ça, il faut qu'on trouve le bon équilibre pour à la fois développer la métropole. Moi, je suis un ardent défenseur du développement. Je ne suis pas du tout malthusien, je pense que ce serait une erreur majeure. Et en même temps, on fait en sorte
on préserve notre qualité de vie. Ça, c'est sans doute un des enjeux majeurs de la métropole. Cette tension que vous expliquez entre un nécessaire développement, mais veiller aussi à la qualité de vie, on la voit bon, dans toutes les métropoles qui se développent. Et on voit bien que d'autres métropoles considèrent qu'au fond, cette attractivité, elle est aussi aujourd'hui une charge, parce qu'au moment où les métropoles ont à opérer un certain nombre de transitions liées aux enjeux écologique, c'est plus difficile de le faire quand on a, comme c'est le cas à Bordeaux, la nécessité de répondre sans arrêt à des besoins nouveaux liés à cette attractivité métropolitaine, à cette arrivée de nouvelles populations. Comment vous arrivez au fond à gérer cette tension-là, sachant que ce qu'a montré aussi la crise sanitaire, c'est l'aspiration de nos concitoyens dans les métropoles à une qualité de vie, à une habitabilité des Oui, mais métropoles. ça, je peux vous rassurer, elle existait avant la crise sanitaire. Pour moi, un des grands enjeux, c'est de changer la ville. Mais il ne faut pas non plus euh, revenir à dire, je connais des promoteurs qui disent, quand ils voient des villas, il faut raser tout ça, quoi. Et c'est un peu une tendance nationale aussi. Un vu de Paris, c'est, j'ai même un ministre que j'aime bien pourtant, mais qui le dit, l'habitat individuel, c'est terminé. Mais c'est fou, ça, de dire ça. L'habitat individuel, c'est terminé pour qui? Parce que ceux qui le disent, en général, eux, ils ont une maison individuelle. Et même, ils ont des maisons secondaires, voilà, des résidences secondaires. Donc moi, je ne suis pas du tout dans cette vision-là. Je pense qu'il y a des quartiers qui méritent d'être protégés, où l'habitat individuel doit continuer. C'est normal que le rêve d'un Français soit d'avoir sa maison avec un jardin. C'est ça la qualité de vie, c'est pas de vivre dans des grands immeubles. On ne va pas revenir à l'après-guerre avec des grandes tours. Bon, c'est une erreur majeure. Donc il faut changer de ville. Donc changer de ville, ça veut dire garder des quartiers avec des habitations individuelles, et puis en même temps créer quelque chose d'autre, là où les transports en commun passent, notamment là où le tramway circule, et faire là en sorte que si on descend de son appartement, alors on va trouver en bas, au pied de l'immeuble, un transport en commun. Et on n'aura plus besoin de monter dans sa voiture. Voilà. Ça, c'est un enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est de lier habitat et mobilité. Ça, c'est un enjeu considérable pour la métropole. Alors, on reviendra sur ces questions-là. Je voudrais qu'on revienne sur la gouvernance métropolitaine. Bon, cette métropole est une intercommunalité, elle n'est pas une collectivité à la différence de celle de Lyon. Vous disiez tout à l'heure qu'on est dans une terre là de gens qui ne sont pas belliqueux. On a beaucoup dit de ce qui s'est passé au moment de la constitution de la gouvernance métropolitaine ici suite aux dernières élections, qu'il y avait eu un processus au fond de politisation et qu'on avait mis fin au principe de la co-gestion qui caractérisait la gouvernance de cette intercommunalité. Voilà. Quel point de vue vous avez, vous, sur cette Ce n'est pas un question? point de vue, parce que c'est une construction. J'ai été à l'origine de tout ça. Donc c'est plus qu'un point de vue. Moi, je sais ce que j'ai proposé. Voilà. J'ai proposé une grande alliance, bon, qui aurait réuni tout le monde. Parce que je pense qu'il n'y a pas des maires qui doivent être exclus. Il n'y a pas des communes de droite et des communes de gauche. Pour moi, ça n'a aucun sens de dire comme ça. Tout le monde a les mêmes droits dans une intercommunauté. Vous avez eu raison. Tant que c'est une intercommunauté, si demain ça devient une collectivité territoriale, sans doute que les raisonnements changeront. Mais dans une intercommunauté, il y a une entente intercommunale qui est nécessaire. Et sur des maires, c'est une mauvaise chose. Bon, sauf que quand j'ai proposé ça à des maires de droite, ils ont refusé. Pour une raison simple, qui peut se comprendre, c'est qu'ils voulaient la proportionnelle pure et simple. Et je ne proposais pas la proportionnelle pure et simple au sein du bureau de la métropole. Ils ont refusé, je crois qu'ils regrettent un peu maintenant. Et puis, j'ai pu faire en sorte, à un moment donné, quand même, qu'ils réintègrent le bureau. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus intéressant. Quand on a tous les maires, les 28 maires de la métropole, c'est des débats d'une autre qualité que qu'on a un certain nombre. En fait, ce que vous me dites là, c'est que derrière les discours qui ont été produits sur la fin de la cogestion, de fait, vous avez reconstitué une conférence au fond des maires et qu'une partie de ce qui est l'histoire de l'intercommunalité, c'est-à-dire la fabrique d'un consensus entre maires, ici, continue comme par le passé. On n'est pas revenu à la cogestion, parce que la cogestion puis crée des délégations données à des élus de droite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Donc ce n'est pas la cogestion au sens classique, mais c'est une coopération qui est très forte, oui. Dans la gouvernance des métropoles, celle de Bordeaux obéit à une logique qui est que le président de la métropole n'est pas le maire de la ville-centre. On voit bien dans les métropoles deux cas de figure. Bon, Strasbourg est dans la situation dans laquelle vous êtes, Lille l'est également, bon, d'autres, Grenoble l'est, bon, Aix, etc. Mais on a aussi des situations où le maire de la ville centre et celui de la métropole. Quel est, de votre point de vue, là, l'avantage du système bordelais, c'est-à-dire le maire d'une ville-centre et un président de la métropole qui, lui, est le maire d'une autre Mais là, ce n'est commune? pas du tout gravé dans le marbre. C'est les circonstances qui ont fait ça. Et notamment une particularité géographique que j'aurais dû souligner tout à l'heure, c'est que nous, on sommes une métropole où Bordeaux ne pèse que son poids, c'est-à-dire peu. Enfin, peu, beaucoup, mais sur 800 000 habitants, Bordeaux va en peser 300 000, même pas la moitié, quoi. Donc Bordeaux n'est pas majoritaire à lui tout seul. Donc ça se voit. Donc des fois, c'est le maire de Bordeaux quand la droite est très majoritaire. Quand le maire de Bordeaux a une majorité, il est président de la métropole. Ça a été le cas de Chaban, ça a été le cas d'Alain Juppé. Quand le maire de Bordeaux peut être président de la métropole, il accepte tout de suite. Enfin, je veux dire, il n'hésite pas. Mais par contre, enfin, ce qu'on a entendu dit par d'autres présidents dans la même situation que vous, c'est que le fait d'être le maire d'une commune voisine de Toulouse, je ne dirais pas périphérique, on y reviendra, qui n'est pas une petite commune dans le cas de Mérignac, apporte aussi à l'intercommunalité. Parce que le risque de ces intercommunalités, c'est qu'elles soient dominées quand même si le poids démographique de Bordeaux, je l'entends, n'est pas celui par exemple de Toulouse, mais dominé quand même par les problématiques de la ville-centre. Donc le fait d'être un maire d'une commune voisine apporte plutôt à Bien la sûr. dynamique. Mais ce n'est pas un choix. Hein. Oui, j'entends C'est une logique politique qui fait que c'est le maire de Bordeaux ou c'est pas le maire de Bordeaux. Après, ce que vous dites est tout à fait juste. Hein. Quand Alain Juppé était un président de la métropole, on était en plus au moment de la mutualisation. Et donc il y a eu une mutualisation qui a été très forte entre la métropole et Bordeaux. Mais trop forte peut-être. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des services communs. Donc à la fois, Alain Juppé commandait les services de la métropole, commandait les services de Bordeaux, mais c'était les mêmes. Et son DG était le même. C'était le même directeur général des services à Bordeaux et la métropole. C'est difficile, parce qu'évidemment, il y a des effets, pas de préférence, mais on est plus, du coup, évidemment, quand on est aussi intégré, évidemment, on a une tendance à regarder d'abord Bordeaux plutôt que les autres communes. Donc les autres communes ont souvent réagi à un avantage bordelais. Quels sont, de votre point de vue, les enjeux majeurs auxquels la métropole est confrontée? Vous avez parlé tout à l'heure des mobilités, et dans quel rapport avec ces territoires voisins, que vous préférez appeler d'ailleurs voisins que périphériques ou... Par respect. Voilà, périphérie, ça a un sens. Voisin, ça veut dire qu'on est à l'égalité. Oui, c'est un virage que j'ai pris quand j'ai été président, bon, qui existait déjà un peu avant du temps des Gilets jaunes, mais avec des coopérations qui étaient plus avec Angoulême, Limoges qu'avec les villes voisines de Bordeaux, quoi. Donc moi, j'ai recentré essentiellement sur l'espace girondin, avec une idée, il faut passer de la concurrence à la coopération. Ça, c'est assez majeur, c'est-à-dire que Bordeaux est un peu attrape-tout, naturellement. Vous êtes une entreprise, vous allez d'abord regarder si vous ne trouvez pas un terrain dans la métropole bordelaise. Et pourquoi? Parce que c'est proche de tous les grands axes de circulation, enfin, parce qu'il y a la main-d'œuvre aussi, hein, qui est formée, donc il y a un certain nombre d'avantages objectifs. Mais aujourd'hui, on essaie de voir avec une entreprise si elle ne peut pas trouver aussi son compte ailleurs. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'on concentre toutes les richesses, mais on concentre aussi beaucoup de nuisances. Et donc, notamment, la question de la mobilité qui est majeure. On voit très bien que dans la métropole, ne circulent pas que des métropolitains, mais circulent des gens qui viennent du Médoc, du sud Gironde, de l'Est, de l'Ouest, du bassin d'Arcachon, bien sûr, et que tous ces gens-là contribuent aussi à dégrader la qualité de vie dans la métropole. Et eux-mêmes, d'ailleurs, passent beaucoup de temps dans des embouteillages. Donc il y a deux
deux choix qui sont très importants. Le premier choix, c'est de dire on va essayer de se faire en sorte que le développement soit mieux partagé. Je viens d'en parler à l'instant. Et puis ensuite, après, de vous offrir des moyens de transport qui évitent aux gens de prendre la voiture, et notamment, évidemment, ce qu'on appelle, nous, le RER métropolitain. Vous montez dans un train à Libourne, et puis vous arrivez sur le campus universitaire en une demi-heure. Et donc, c'est évidemment de l'intérêt pour l'usager, mais c'est de l'intérêt pour tout le monde. Ça, c'est majeur quand même dans le choix politique. Hein. C'est majeur. Comment la région et le département voient ces initiatives de la métropole? On sait que pour d'autres métropoles, les départements ou les régions concernées le voient avec ou les voient avec certaine prudence, voire un certain désagrément. D'abord, on a de très bonnes relations avec le département et la région. La région est un acteur incontournable de la mobilité ferroviaire. Et il ne faut pas oublier la SNCF, qui est l'autre acteur incontournable. On ne fait rien sans la SNCF. Donc on travaille beaucoup avec la SNCF, la région, on se voit très très souvent, puis on arrive à se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets. Hein. Donc notamment sur le RER métropolitain qui existe déjà, mais au lieu d'une cadence toutes les demi-heures, il faut une cadence tous les quarts d'heure. Donc ça nécessite des moyens supplémentaires. Mais on y travaille. Non, je crois que la région ne nous voit pas de cet œil-là. Elle a un équilibre à trouver entre ses propres territoires, la région. Et donc évidemment, partout, le territoire métropolitain, eux, ils sont bénis des dieux, il n'y a pas d'aide à leur accorder, et ça, c'est un peu la vision globale. Mais en même temps, tout le monde commence à comprendre aussi que la métropole, c'est un moteur, et que tout ce qui est bon pour la métropole peut être bon pour les autres, à condition que la métropole sache partager. Avec le département, on travaille bien. Je vous dis, ce n'est pas les mêmes compétences, mais le département a bien compris que la question de la mobilité est essentielle. Partout où vous allez ici, vous allez dans le Blayais, vous allez en Gironde, on va vous parler, mais on ne peut plus rentrer dans les métropoles et on ne peut pas en sortir. Comment on embarque aujourd'hui, quand on est président de la métropole, au fond, les habitants de cette métropole, comment on fait de la métropole, plus exactement, un espace aussi du jeu démocratique? Je vais vous parler franchement, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'institution est telle que le dernier mot revient au maire. Hein, sur les constructions, sur l'habitat, le permis de construire est toujours délivré par le maire. Donc s'il ne le délivre pas, vous pouvez faire tous les plans locaux de l'habitat que vous voulez, il n'y aura pas de construction. Bon, voilà. Donc le maire est toujours souverain, ce qui est une bonne chose d'un côté, mais en même temps, on sait aussi qu'il faut des structures aujourd'hui intercommunales plus fortes. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc on restera inconnu tant qu'on aura ce mode de scrutin. La métropole ne changera de dimension que si un jour, il y a une élection au suffrage universel. Ce que vous dites là par rapport aux grands enjeux de la métropole, c'est-à-dire où là c'est la métropole qui agit, mais qui agit sur des actions qui pèsent sur le quotidien des habitants, vous pensez-vous qu'il n'y a pas d'espace là, pas de place pour organiser des dispositifs de Mais démocratie on peut le faire, mais je vois participative? bien comment... Vous savez, moi j'ai beaucoup d'expérience en matière de démocratie participative, parce que j'en fais beaucoup à Mérignac. Je fais beaucoup de conseils de quartier, enfin toutes sortes de réunions. Là, vous avez des conseils de quartier, les salles sont bourrées. Il y a plein de monde. Pourquoi? Parce que vous parlez aux habitants de ce qui les intéresse. Là, vous faites une réunion de concertation sur le futur plan local de l'urbanisme. Il n'y a personne. Les gens ne savent même pas ce que c'est. Par contre, si demain vous faites une réunion sur qu'est-ce qui va changer près de chez vous, vous allez voir, parce que la démocratie participative, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais elle a un fondement majeur qui est le fondement de toute l'action humaine, c'est l'égoïsme. On s'intéresse que si ça nous concerne directement. Écoutez, je crois qu'on est au terme presque de cet entretien. Si vous aviez à vous projeter dans une vingtaine ou une trentaine d'années, au fond, comment vous espérez que cette métropole aura changé? Si on veut vraiment que ça change, il faudra l'élection au suffrage universel. Mais alors, il faut prévenir les questions que je disais tout à l'heure, de proximité et d'effectivité, et réinventer. Et ce n'est pas avec la démocratie participative qui concerne quand même qu'un minimum de personnes qu'on y arrivera. Donc il faut changer autrement. Il faut sans doute garder peut-être des mairies dans lesquelles les gens se reconnaissent.
ils ne vont pas venir ici à Mériadec, ils vont venir à leur mairie à Pessac, à Talence, à Senon, à Mérignac. Donc il faut garder les mairies qui sont les vrais lieux de proximité. Et donc il faut qu'on trouve un système qui permette d'associer les gens dans le cadre d'une élection au suffrage universel. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci d'avoir rappelé ce que c'est qu'aujourd'hui le gouvernement d'une métropole, un gouvernement en régime d'incertitude. C'est le mot de la fin et je vous en remercie. Merci. Merci beaucoup.